Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On attaque enfin le dur, en tout cas le vif du sujet et la partie qui vous intéressera probablement le plus, la partie sur le suivi de tendance. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu d'introduction, je vais pas trop rentrer dans les contextes opérationnels, on va juste donc préparer la structure pour que les choses s'organisent un petit peu dans votre cerveau, qu'on introduise un peu le vocabulaire qu'on va réutiliser évidemment dans les émissions suivantes. On va garder un peu donc cette structure comme on a fait dans l'émission précédente, donc une émission ici de globalisation pour que vous ayez un peu la vision d'ensemble, et après on focalise sur chacun des petits points précis qu'on va pouvoir essayer d'aborder. Ok, donc aujourd'hui, structure de la tendance. Au programme, on va introduire deux nouvelles notions par rapport à celles que vous connaissez normalement déjà avant. Je vous rappelle que si vous regardez ces émissions sans avoir bouffé le range, ça marche pas, donc vraiment dans un ordre, et voilà. Donc par rapport aux notions que vous connaissez jusque-là maintenant j'espère, donc la troisième borne de range, ce petit îlot de stabilité dans le chaos, autrement dit c'est le chaos partout sauf dans ces petits îlots, et nous évidemment donc ce qui va nous intéresser c'est la façon dont le marché va réagir à ces structures qui procurent une gestion du risque. Autrement dit, on cherche toujours à tâtons à essayer de savoir ce que font les autres investisseurs. Rappelez-vous que la gestion du risque, ce n'est qu'une croyance qui n'existe que parce qu'on fait tous la même chose. On cherche tous à savoir ce que les autres font et mécaniquement, ça a un aspect autoréalisateur qui structure les réactions de marché. Et comme on utilise tous à peu près les mêmes structures, on arrive à créer un peu d'ordre dans le chaos, même si, encore une fois, c'est surtout le fait de répéter ces opérations un grand nombre de fois qui procure l'application de la gestion du risque. La gestion du risque ne conditionne pas la réussite d'un trade juste parce qu'il y a une structure qui ressemble à peu près à vaguement à un truc qu'on connaît. Bien entendu, c'est le fait de répéter ces opérations des centaines et des centaines de fois qui procure un aspect statistique au milieu du chaos. Voilà. Bref, donc la troisième borne, sachez les positionner, etc. Voilà, ce qui va nous intéresser, c'est comment le marché réagit aux troisième borne de range, et c'est ça en fait qui va nous donner et nous permettre d'orienter la probabilité d'apparition d'une tendance ou la probabilité de poursuite d'une tendance existante. Bref, tous ces trucs qui sont vachement plus intéressants puisque donc c'est là où on va pouvoir exposer des portions de capital supérieures. Et donc on fera un cours là-dessus, comment structurer une tendance de A à Z d'un point de vue parfait, c'est-à-dire qu'évidemment dans la réalité on n'arrivera pas à prendre tous les trades en suivi de tendance, mais évidemment plus vous vous rapprocherez de la perfection, plus le rendement associé à la tendance sera grand. On peut carrément surperformer une tendance sans aucun problème et sans jamais prendre trop de risques à un instant T. Par contre évidemment on prendra des petits risques pondérés à chaque endroit de cette tendance pour essayer donc de la suivre dans un objectif toujours comme ça. Donc essayez de trader les ranges du T inférieur, c'est comme ça qu'on va faire son positionnement dans la tendance. Autrement dit, nous ce qui va nous intéresser, c'est la réaction post-troisième borne de range, et tout particulièrement la quatrième borne de range sur laquelle on fera une émission spécifique dans cette série. Pour vous globaliser à peu près ce à quoi vous attendre ici, je pense qu'il y a à peu près 13 vidéos à venir sur le suivi de tendance. Ça ne veut pas dire qu'il y a 13 contextes de suivi de tendance, mais il y en a à peu près 5, je crois, à peu près 5 ou 6, et il y a des émissions subsidiaires qui vont venir se greffer à ça, un petit peu de psychologie, parce que la tendance introduit différentes psychologies dont on va devoir parler, etc., etc. Et d'autres petites choses, voilà. Enfin bref, donc un programme assez chargé, donc 13 vidéos, on va essayer de rester sur des contenus qui dépassent pas trop une demi-heure, évidemment, encore une fois. Et donc aujourd'hui, on fait cette phase d'introduction dans laquelle je vais essayer de vous faire rentrer dans la tête deux nouvelles notions par rapport à celles que vous connaissiez avant. Donc cette quatrième borne de range, la structure globale d'une tendance, donc c'est-à-dire comment se forme une accumulation, quelle est la psychologie du pullback, voilà, tous ces trucs dont on rentrera dans le détail dans des émissions spécifiques. Et donc voilà, on va parler principalement de la partie breakout aujourd'hui, donc ce point de basculement entre l'état de range et l'état de tendance, et donc surtout aujourd'hui on va travailler sur la notion multi-time frame, ce millefeuille de time frame dont on a déjà parlé pas mal dans le range. Voilà, je vous dis souvent, le range, ça nécessite l'appréhension et la compréhension et d'arriver à synthétiser dans votre tête deux time frames. Je vous rappelle juste les notions, c'est-à-dire que si vous tradez un range dans un range du T supérieur, vous êtes mal. Donc, encore une fois, ça nécessite toujours de vérifier le time frame supérieur et de trader donc sur deux time frames. La tendance, ça va être 3, c'est-à-dire qu'on passe au degré de gestion supplémentaire, où là, effectivement, il va falloir surveiller ce qui se passe sur deux time frames au-dessus pour pouvoir avoir une bonne gestion tendancielle. Et encore une fois, on va voir que le range, c'est-à-dire, il ne fallait pas s'arrêter là, ce qu'on va rajouter sur la tendance va vous permettre de trader plus efficacement les ranges également. Voilà. Allez, donc, programme chargé, on passe tout de suite à la partie graphique.
Ok, donc aujourd'hui pas de support PowerPoint parce que très simplement il n'y a pas beaucoup de notions à retenir. Il y a vraiment donc deux éléments clés comme je vous dis. Cette notion donc de multi-time frame et surtout particulièrement donc de réaction post-troisième borne avec une attention toute particulière sur la quatrième, c'est-à-dire la borne qui suit la troisième. Puisque c'est là où d'un point de vue psychologique on va avoir la réaction potentielle du marché face à la volonté tendancielle. Il faut bien comprendre que tous les opérateurs ont une volonté tendancielle et ça on va pas tourner autour du pot de 37 ans, vous comprenez tout de suite pourquoi. Parce que tout le monde veut gagner de l'argent dans les marchés, autrement dit, comme dans les ranges, on n'a que la troisième borne de range comme petit îlot de stabilité et que c'est pas là qu'on va exposer une portion relativement élevée du capital, parce que les ratios risque-rendement restent relativement faibles. Eh bien évidemment, voilà, tout le monde va vouloir mécaniquement sortir des ranges. Donc autrement dit, ça crée un peu d'empressement parce que donc il y a cette volonté de gagner de l'argent dans les marchés. On n'est pas là pour se tourner les pouces et encore moins pour comprendre les marchés, mais pour gagner de l'argent, doublé évidemment donc du biais d'impatience très humain. Et malgré la robotisation des marchés financiers, ça n'en reste pas moins des humains derrière. Et pour un humain, le temps c'est de l'argent. La vie est une durée finie et nécessairement, tant qu'on sera humain, il y aura ce biais d'impatience dans les marchés. Et c'est le biais d'impatience qui drive l'émergence des tendances. Il faudra bien comprendre qu'une tendance n'émerge pas nécessairement parce qu'il y a une raison qui la conditionne. Et ça, il va falloir que vous arriviez à le rentrer dans votre tête, et ça, les débutants mettent beaucoup de temps à le comprendre. Une tendance n'a pas besoin d'être légitime. Une tendance peut n'exister que par le simple fait qu'on veut tous qu'elle existe. Autrement dit, il y a cette beauté dans le marché qui fait qu'on peut créer quelque chose qui n'existe pas. C'est d'ailleurs pour ça que se crée tout un tas de psychologies de marché assez dangereuses, type bulles spéculatives, etc. Mais tout simplement par la volonté des opérateurs, des choses totalement inexistantes peuvent exister, et notamment les structures tendancielles. Donc, jusque-là, on a posé les bases, on va essayer donc de structurer la tendance. Normalement, cette structure, vous la connaissez parce que je l'ai mise normalement dans le PDF, donc j'espère que c'est pas une nouveauté pour vous, sinon il vaudrait mieux faire une petite pause et lire le PDF. Donc la base d'une structure, et encore une fois, ça n'explique pas le marché, ça ne fait que expliquer les occurrences les plus probables du marché pour construire une tendance. Normalement, une tendance se construit après un range qui peut prendre de multiples formes, mais un range est constitué par un élément essentiel, il doit être passé par sa phase de stabilité, c'est-à-dire son petit îlot de stabilité, machin truc chouette que vous connaissez, bref, la troisième borne de range. Autrement dit, il faut qu'il y ait une troisième borne de range identifiable sur votre range qui précédera l'émergence d'une tendance, doit normalement suivre une quatrième borne qui, dans l'objectif d'une tendance haussière, doit se trouver avec un creux supérieur du précédent. On étudiera évidemment plus tard des cas de figure dans lesquels ces structures peuvent être altérées, puisqu'encore une fois, elles n'expliquent pas 100% des cas de figure de marché, mais quand même une large majorité. Et c'est normalement dans ces conditions-là que vont émerger les structures d'accumulation, qui ne sont ni plus ni moins tout simplement que des ranges du T inférieur. Le marché va brouter un petit peu, et généralement à proximité de la structure à casser. Il y a des structures d'accumulation qui se font en excès, c'est-à-dire on casse d'abord et on accumule en pullback sur la ligne de cassure, et après intervient normalement donc cette phase de breakout. Le breakout, c'est tout simplement le moment où il y a une disparition quasi totale de la contrepartie. Tout simplement parce que là, on appelle ça l'état d'équilibre. Dans un range, le marché est en état d'oscillation. Alors, comme évidemment, on l'a vu, le biais d'incertitude et le biais d'impatience vont causer des oscillations naturelles par des simples biais spéculatifs. On est tous là pour essayer de réduire notre risque et ça crée des mouvements de marché. Rappelez-vous, dans un marché, même si le prix globalement moyen est ici, les opérateurs vont demander à la fois des prix plus attractifs pour acheter et des prix plus haussiers pour essayer de revendre le plus haut possible. Autrement dit, l'offre et la demande ne s'intercalent pas sur les prix moyens, tout simplement parce qu'on veut tous gérer le risque. Ok, ça, j'espère encore une fois que vous avez compris. Le principe, c'est que le breakout intervient quand une des deux contreparties a compris qu'elle avait tort. Tout simplement, on casse ses niveaux techniques, elle va dire « bon, non, je vais tenir un petit peu, et puis bon, non, je déclenche les stop-loss », ça vaut plus la peine d'essayer de lutter contre ce marché. À ce stade-là, il y a tout simplement plus de vendeurs dans le cas d'une tendance haussière, et dans le cas d'une rupture baissière, il n'y a plus d'acheteurs. Et donc c'est cet état relativement court normalement, puisque le marché n'aime pas du tout l'instabilité, ou en tout cas, il aime bien cet effet de tendance, mais le problème c'est qu'encore une fois, quand tout le monde fait la même chose, ça cause l'effet inverse. Donc les tendances ne sont pas éternelles, mais par contre,
elles se produisent sur des états de marché où, après une phase d'hésitation, le marché va se décaler vers une nouvelle zone de prix. Autrement dit, si je schématise, si vous passez de la zone de prix A vers la zone de prix B, le breakout est simplement la façon la plus efficiente d'y arriver. Comment? Eh bien, en accumulant l'hésitation sur la zone spéculative, en passant la troisième borne, et derrière, normalement, un des deux camps va l'emporter, le camp haussier ou le camp baissier, et va nous déplacer soit vers la zone de prix B, soit vers la zone de prix C, par exemple. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, du coup, dans le suivi de tendance, c'est trouver toutes les zones à faible risque, tous les petits îlots de stabilité. Je vous ai appris celui dans le range, il y a des îlots de stabilité dans les tendances qui permettent de réaliser des actions de trading à faible risque. Il y en a évidemment tout un panel, il y en a quasiment 5 ou 6, ne serait-ce que pour le suivi de tendance, et sans parler encore des effets contre-tendance dont on parlera carrément là pour la phase finale de votre formation, la partie expert. Bref, donc si vous comprenez bien, ce que je vais essayer de vous apprendre ici, ce sont les mêmes théorie de l'îlot de stabilité, juste dans un contexte différent. Comment on trouve un îlot de stabilité quand on est dans cette phase où tout simplement le marché manque cruellement d'une des deux contreparties? Et comment on gère le risque pour se positionner au sein de ces mouvements tendanciels, qui ne sont encore une fois que des éléments intercalés entre des phases de range beaucoup plus longues. C'est-à-dire qu'on passe clairement normalement le plus clair de notre temps à travailler des prix. Ensuite, on se décale, et puis évidemment, quand on arrive ici, on fait quoi? On reforme différents ranges, dont la maturité peut varier, avant de repartir, soit encore une fois vers une autre zone de prix, soit revenir visiter la zone précédente, etc. Ok? C'est comme ça que se structure la tendance. Autrement dit, cette portion-là du prix, si vous pensez qu'elle se produit très souvent, eh ben non, raté. C'est à peu près 80-20 en rapport. C'est-à-dire qu'on est 80% du temps dans des structures de range, on vient taper des contextes à plus en pouvoir sur tout un tas de time frames différents, et l'état de tendance, donc de disparition temporaire d'une des deux contreparties dans le marché, 20% du temps. Autrement dit, si vous commencez par appréhender les tendances avant de comprendre comment fonctionne un range, vous essayez de focaliser votre attention sur ce qui se passe 20% du temps, sans comprendre ce qui se passe dans les 80 restants. Encore une fois, comprendre est ici une allégorie. On ne comprend jamais le marché, mais vous comprenez la structure d'un range. Okay, donc cet îlot de stabilité, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, et ce qu'on va introduire comme notion aujourd'hui, la toute première, c'est-à-dire que dans cette structure-là, entre deux phases de range, on constitue donc normalement ici un range de degrés majeur, on va constituer des ranges de degrés mineurs, qu'on appelle l'accumulation, c'est-à-dire les préparations à l'émergence du breakout. On va trouver derrière des phases de pullback, c'est-à-dire au sein de ce mouvement directionnel, qu'il soit haussier ou baissier, on va jamais se déplacer en ligne droite. Il va y avoir des phases effectivement de marché très catalysées, mais normalement on va retrouver des petits ranges du T inférieur qui sont à peine perceptibles quand on regarde que la tendance dans son ensemble, mais tout simplement on va avoir différents pullbacks sur des UT inférieurs avant de constituer un pullback sur l'UT de la tendance qui consistera donc à un repli et qui marquera normalement le fait que le marché commence à s'approcher assez dangereusement de sa zone d'objectif. Autrement dit, quand on voit arriver le pullback, on sent que la tendance a déjà fait le plus clair de son chemin. On est même déjà à ce stade-là considéré comme étant à nouveau en range. Ok? Donc il faut bien comprendre qu'en soi, la structure de range, elle émerge de la maturité d'un mouvement tendanciel précédent. Donc, c'est-à-dire, on commence par des petits pullbacks qui ralentissent la tendance, et puis derrière, on fait en général ces structures de reverse, donc d'excès final, qui constituent en général soit le point bas, soit le point haut, et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va donc reconstituer un fameux range où se trouvera une troisième borne de range, et ce qui va nous intéresser, nous, c'est ce qui se passe derrière. Autrement dit, on va à la fois dans ce qu'on a vu précédemment, attendre qu'une tendance se termine pour pouvoir trader la troisième borne de range. Aujourd'hui, on va comprendre que cette règle-là, je vais vous apprendre à la transgresser. C'est-à-dire qu'on va apprendre à appréhender les troisièmes bornes de range au sein des tendances, parce que c'est là qu'elles vont nous apprendre comment se fait la gestion du risque. Les troisièmes bornes de range, c'est ce que je vous ai appelé, c'est vraiment un îlot de stabilité autour du reste qui n'est que chaos. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est comment le marché réagit à ces îlots de stabilité. S'il y a une tendance, malgré le fait que l'îlot de stabilité existe, on doit voir derrière des... Alors, le mot en anglais parle beaucoup plus, mais imbalance, pour dire des déséquilibres qui vont émerger. Autrement dit, dans une structure de tendance, comme on l'a bien vu, il y a une des deux contreparties qui est quasiment inexistante. Donc, on doit voir une polarité très forte
au niveau de ces fameuses troisième bornes de range qui vont intervenir sur les UT inférieures. C'est donc bien là que s'introduit la troisième notion, enfin la deuxième notion dont on va parler aujourd'hui très en détail, c'est que au-delà de la structure globale de tendance et de ces étapes intermédiaires, c'est surtout le fait que, autant dans un range, je vous ai appris qu'on ne tradait pas le range si on était dans une UT, si on était dans le range d'une UT supérieure. Autrement dit, si vous avez renversé vos contextes en hebdomadaire, je ne veux pas vous voir chercher les troisième bornes en daily, parce qu'elles n'auront aucun aspect statistique pour vous dans l'utilisation de la stratégie en range. Par contre, en tendance, éventuellement, oui. Et surtout qu'en tendance, on ne va pas utiliser 2 time frames, mais 3. C'est-à-dire que si on est au sein d'une tendance mensuelle, en fait, les bornes de range daily, on va pouvoir les trader. Mais uniquement dans le sens de la tendance, et la gestion du risque qu'on appliquera à ces troisième bornes de range, rappelez-vous, la troisième borne de range est toujours dans le sens opposé de la tendance, c'est-à-dire que si ici, on a affaire à une tendance haussière en mensuel, la troisième borne de range que vous pourriez trouver en daily sera forcément vendeuse, donc est-ce qu'on trade contre la tendance? Oui, parce qu'en soi, si on a une troisième borne de range, on n'a pas de tendance. Rappelez-vous, la troisième borne de range, elle n'est pas contre-tendance, elle est juste dans une phase d'hésitation qui peut intervenir de façon saine au sein d'une tendance. En fait, la consolidation, elle est là pour marquer cet état de pseudo-stabilité, cet îlot de tranquillité. Et ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que derrière, l'imbalance, donc ce décalage, va se rematérialiser, oui ou non? S'il se rematérialise, c'est qu'il y a toujours tendance. Et dans ce cas-là, on n'hésitera pas à faire du suivi de tendance. Autrement dit, la pattern de base du suivi de tendance, c'est ce qui se passe derrière la troisième borne. C'est donc, encore une fois, tout l'intérêt de savoir les positionner correctement, vos troisième bornes. Est-ce qu'on va les trader? Encore une fois, c'est une toute autre question. Mais de leur positionner correctement cet îlot de stabilité va nous permettre de savoir si oui ou non on peut se permettre de suivre une tendance existante, quel est son état de santé, et effectivement, vous avez quelque chose de beaucoup plus pragmatique que de dire « Ah ouais, je sens bien que ça va continuer » ou « Ah, les moyennes sont bien fortes, etc. » Ce qu'on regarde, c'est comment vont réagir les autres investisseurs post-îlot de stabilité. Si de nouveau un déséquilibre se met en place, c'est très favorable à la poursuite d'une tendance. Mais ça, c'est très rationnel. C'est beaucoup plus rationnel que « je sens que » ou « j'ai l'impression que », etc., etc. Allez, donc on se met au travail, comprendre donc bien cette histoire de 3 time frames, c'est la base. Autrement dit, ici on a une règle qui permet d'altérer celle qu'on a vue précédemment, mais par contre elle ne peut se faire que sur le 3 time frame au-dessus, enfin deux crans au-dessus. Donc on a vu la règle qui vous interdit de trader le range sur le time frame au-dessus, mais en fait cette règle pourra être contournée à la seule condition qu'il y ait une tendance sur l'UT supérieure. Autrement dit, la troisième borne, vous aurez le droit de la positionner si vous avez une tendance sur le mensuel, même si vous avez affaire à un range hebdomadaire. Ok? Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on va la trader? Non, bien sûr que non. Ou en tout cas, on la tradera beaucoup moins fortement puisqu'elle sera donc dans le sens opposé de la tendance. On la traitera éventuellement quand même, mais avec un ratio risque-rendement très clairement dégradé du fait que la probabilité c'est quand même de suivre la tendance plus que l'inverse. Autrement dit, à ce stade-là, la réalité statistique de probabilité de réussite de votre troisième borne, elle est un peu moins bonne que... voilà. Donc, on restera quand même en trading, mais on prendra beaucoup moins de risques sur le capital. Théoriquement ici, si vous voulez quand même prendre votre troisième borne de range, vous la prendrez avec un risque divisé par 2 sur la taille de position. Voilà. Mais encore une fois, ce qui va nous intéresser n'est pas certainement de trader cette troisième borne de range, mais plutôt ce qui va se passer derrière, comment le marché va réagir. Laissez-moi prendre des cas de figure très concrets, où là, par exemple... Alors, donc, comme on l'a dit précédemment, on va essayer d'appliquer ces règles-là. Donc, comme on l'a dit, peu importe ce qui se passe avant, la définition de l'existence d'une tendance ne peut se faire que par la matérialisation d'un range, du positionnement de sa troisième borne de range, etc., etc., suivi donc d'une phase de rupture où on doit avoir normalement des cassures de cycle, etc. Alors, il y a des cas de figure assez particuliers où normalement on a des creux ascendants, mais ici c'est pas le cas parce qu'on est au sein d'une tendance d'UT supérieure, mais on va rester relativement simple ici. Donc, on a bien ici l'existence d'un breakout, ce qui veut donc dire que à partir du moment où ici les prix sortent de la structure de range, d'accord? Rappelez-vous, une structure de range, on la visibilise à partir de l'existence et du positionnement de la troisième borne, ainsi que sa validation, c'est-à-dire l'atteinte du contexte opposé. À ce stade-là, on peut tracer la trendline entre la première et la troisième borne.
La quatrième étant toujours potentielle, elle n'existera et ne sera confirmée qu'à partir du moment où le marché revient chercher la cinquième borne de range. À ce stade-là, on peut tracer la deuxième ligne de tendance et il faudra ne plus trader ce range tant qu'on n'est pas sorti. Autrement dit, derrière, on peut très bien avoir 7, 8, etc., 9, 10, 20 bornes de range parfois s'il le faut. Alors évidemment, quand le marché est en canal, c'est assez peu probable de rester très longtemps dedans, mais vous allez avoir des ranges parfois comme ça, qui permettent évidemment donc de s'extrapoler dans le temps en allant toujours plus haut, et pourtant on ne sort pas nécessairement de la structure de range. Ok ? Il faudra évidemment toujours casser la troisième borne de range, c'est-à-dire casser la ligne de tendance et casser le positionnement de votre troisième borne de range dans son historique pour valider un breakout. Normalement, la structure en breakout se met en place à ce moment-là. On y voit donc des cassures de cycle auxquelles le marché n'a plus rien à foutre, puisqu'on a bien compris, disparition d'une des deux contreparties. Enfin bon, on fera un cours plus particulier dédicacé au breakout. Mais donc ici, à partir de ce moment-là, on est donc dans cette phase où le marché va donc très probablement installer une tendance. On doit voir normalement les contextes ne plus être vendus, c'est-à-dire les prix s'installant. Et on voit bien qu'ici, c'est un petit peu mou à tel point que ça part pas vraiment. Et en fait, ce qu'on fait ici, ce sont des accumulations sur les UT inférieures. C'est-à-dire que là, ici, on est en train de préparer des tendances d'UT inférieures au sein même de cette tendance. Alors ça, c'est ce qu'on a vu, c'est assez chiant à gérer. C'est-à-dire que, en fait, ici, après avoir constitué un breakout daily, eh ben on va venir faire ici, par exemple, des petits breakouts 4 heures et on va constituer des tendances 4 heures à l'intérieur d'une tendance daily. Et ça, c'est très très fort et évidemment, il faudra apprendre à négocier ces trucs-là. Il peut, et vous pouvez sans problème, avoir des tendances qui émergent sur plusieurs timeframes en même temps. Et ça, évidemment, cet effet de contagion de la tendance ne fera que rendre les breakout encore plus brutaux derrière. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un breakout 4 heures, par exemple ici, qui se met en place après des breakouts daily, c'est là où ça devient assez vertical et vous voyez que les niveaux de retracement sont de plus en plus faibles. Ici, le moment où la tendance est vraiment validée, c'est ici. C'est le moment où on casse bien les contextes, on accélère à travers les canaux de tendance. Bref, à ce stade-là, la tendance est clairement confirmée, il n'y a plus personne qui se met en face. Ok ? Donc à ce stade-là, on va dire, ok, j'ai une tendance daily à partir de ce moment-là. Ce qui veut dire que la partie dans laquelle j'applique les règles que je vais vous apprendre dans les parties suivantes, elle se trouve là. Ok ? C'est-à-dire toute cette partie qui suit la phase de breakout. Puisque on pourra faire un trade de préparation de la tendance, celui que j'appelle donc le trade de la quatrième borne de range, qui sert de trade spéculatif. D'accord ? À ce stade-là, on ne sait même pas si la tendance va émerger, mais on aura donc un trade spéculatif préparatif, qu'on prendra sous certaines conditions, et je vous expliquerai tout ça dans l'émission quatrième borne de range. C'est probablement la suivante d'ailleurs. Et après, donc, intervient cette phase de breakout. C'est une zone où, évidemment, on peut prendre un trade en renfort. Alors, je vais quand même essayer d'utiliser des couleurs qui font un minimum de sens. Donc, évidemment, ici, ça va être des achats. Tout comme ici, on va essayer donc de prendre une première position acheteuse avec des leviers spéculatifs. C'est pas ici qu'on engage son capital fortement en sachant qu'une tendance va forcément arriver, mais ici, on se dit, si une tendance émerge, ça fera toujours du bien d'avoir ces trades-là. Je vous apprendrai après à trader de l'accumulation, c'est-à-dire le trade qui va se trouver ici, positionné généralement sur un range mature sur l'UT inférieur, donc sur le canal de tendance, qui n'est ni plus ni moins, encore une fois, que l'existence de ce range, de positionnement de sa troisième borne de range ici, et la quatrième borne n'existe qu'après la troisième. Donc en soi ici, il y aura donc un trade là parce qu'il y a eu un sommet et qu'il y a eu la constitution d'un range d'UT inférieur avec sa troisième borne de range. On pourra prendre le breakout au niveau de la cassure de la troisième borne de range. Ça, c'est un autre trade que je vous apprendrai. Donc les différents îlots de stabilité qu'on va apprendre au sein du suivi de la tendance sont tous ceux-là. Comment trader ici, comment trader là, comment trader le breakout, et après, comment trader tous les ranges d'UT inférieur matures tant qu'on restera au-dessus des creux ascendants. D'accord ? Tant qu'on gardera des creux ascendants, on tradera tous les ranges d'UT inférieur de la même façon. Autrement dit ici, on a un nouveau range qui vient se faire, une troisième borne qui est détectée en retard, et ici la quatrième. Donc de nouveau un trade qu'on pourra utiliser en suivi de tendance. Ok ? Donc constitution d'un range, cassure de la trendline, breakout, cassure du niveau de la troisième borne de range, égale une nouvelle pattern que je vous apprendrai. Alors il y a des conditions supplémentaires, c'est pas aussi simple que ça. Mais derrière, on continue, range d'UT inférieur, troisième borne hésitante entre là et là, quatrième égale, toujours imbalance, toujours canal de tendance, c'est reparti, on suit toujours le truc. Ce que je vais essayer de vous apprendre, c'est comment mesurer ces gestions du risque de façon
rationnel. Pas juste dire, ok, donc là, il y a toujours des acheteurs, donc je paye. Ce que je vais vous apprendre, c'est comment définir ce « il y a toujours des acheteurs » avec des éléments rationnels et techniques. Ok ? Évidemment, derrière, on verra qu'il y a un moment donné où ces imbalances, c'est-à-dire ces irrégularités, mais on va dire ces déséquilibres acheteurs, vont commencer à ne plus réagir. C'est à ce moment-là où le déséquilibre ne se maintient plus qu'arrive normalement la phase de pullback, c'est-à-dire ici, où les marchés, ici, vous le voyez bien, ne se soutiennent plus eux-mêmes. On est ici dans la phase où on a normalement atteint, avec une résolution assez probable, la zone de prix sur laquelle notre tendance s'arrête. Autrement dit, on s'est bien déplacé de la zone de prix A vers la zone de prix B. On arrive à destination. C'est le moment où on voit qu'ici, il n'y a plus grand-chose à bouffer de la tendance. Donc, c'est pas le moment de continuer à jouer les tendanciers haussiers, genre, allez, c'est parti, trend is your friend, etc. C'est justement le moment où trend is toujours your friend, mais par contre, on n'y va pas comme des glands. C'est le moment où on va donc se calmer quand on voit la mise en place du pullback. Je vous apprendrai ces règles qui permettent, encore une fois, de manière rationnelle, de dire que le marché est en train de ralentir et donc qu'il y a une forte probabilité qu'on arrive sur la prochaine zone de range dans laquelle le bénéfice à suivre la tendance va commencer sérieusement à se réduire. La tendance ne sera pas nécessairement en reverse. Une tendance qui se termine ne va pas forcément s'inverser. Mais encore une fois, c'est le moment où la maturité de la tendance commence à être clairement là. Autrement dit, c'est plus le moment d'avoir des effets de levier. Quand on arrive sur la zone d'objectif, c'est le moment où on va au contraire utiliser les troisièmes bornes de range pour récupérer des profits. Rappelez-vous, dans la psychologie de la troisième borne de range, c'est justement ce que je vous apprenais. La troisième borne de range, en soi, elle existe uniquement, et vous pouvez la trader à faible risque, uniquement si elle fait suite à une tendance, mais non pas parce que c'est magique et compagnie, mais pour vous faire comprendre que c'est bien quand on a profité de la tendance qu'il faut récupérer ses bénéfices, et que la structure de prix la plus probable pour le faire, avec une très bonne gestion du risque, c'est la troisième borne de range. Autrement dit, vous allez encore plus comprendre à quoi servait cette troisième borne de range, et vous comprendrez encore mieux sa psychologie quand vous la traderez en prise de profit. C'est-à-dire quand vous aurez ridé toute cette tendance et que vous comprendrez qu'ici, c'est plus du tout le moment de sortir à la fleur au fusil, mais de se dire, ok, je récupère des profits. Et là, vous comprendrez que cette troisième borne de range, vous pouvez la gérer en hedge de position acheteuse. Bref, vraiment dans un suivi de portefeuille, elle est extrêmement importante. Bien plus importante que les notions un peu arbitraires que j'ai introduites dans la partie précédente. Bien comprendre qu'encore une fois, c'était une introduction, cette troisième borne de range. Ok ? Ce qui va nous intéresser après, encore une fois, dans ce trade en pullback, c'est ni plus ni moins que, la quatrième borne de range. Encore une fois, elle sera évidemment très intéressante, celle-là, dans le suivi de tendance, mais pas que. Autrement dit, si je résume l'essentiel de ce qu'on vient d'introduire aujourd'hui, d'accord ? Les notions qu'il faut que vous commenciez à organiser un petit peu dans votre tête, les éléments essentiels sont ceux-ci. On passe en conclusion. Alors, il y a 3 éléments clés à retenir. Le premier, la tendance s'orchestre sur 3 time frames. Donc, il va falloir ouvrir un petit peu plus votre cerveau, faire des notes, c'est-à-dire vous dire ou apprendre à reconnaître une tendance. Normalement, ça se voit quand même relativement bien quand il y a une tendance sur l'UT supérieur. Mais voilà, si vous n'y arrivez pas, laissez-vous des notes. De dire, ok, là, je vois bien que mon marché est en tendance sur l'UT supérieur, donc si je suis 2 crans en dessous, attention à mon trading de troisième borne de range. Ça ne m'empêche pas, mais encore une fois, à comprendre que ce qui va nous intéresser ici, c'est de bien positionner les troisièmes bornes de range, pas forcément les trader. Par contre, de bien se mettre une alerte pour la quatrième, c'est-à-dire, une fois qu'on a créé la troisième borne de range, si on revient sur le contexte acheteur, dans le cas d'une troisième borne de range vendeuse, c'est là où on va trouver et où on va mesurer ce fameux déséquilibre acheteur-vendeur, et on fera ce cours spécifique sur la quatrième borne et comment mesurer ça de façon rationnelle pour savoir quelle est la probabilité ou non qu'une tendance se réamorce et est-ce qu'on a envie d'en être, tout simplement. Ok, il y a plein d'autres trades que je vous apprendrai, notamment des trades en breakout. Comment obtenir des probabilité raisonnable d'avoir un breakout qui va être suivi par d'autres opérateurs de marché. Encore une fois, comment de manière rationnelle, on peut mesurer, de manière indirecte, la probabilité que les autres fassent la même chose que nous. Rappelez-vous que c'est la seule chose qu'on essaye de faire dans ces marchés, non pas de deviner si une tendance va émerger, mais juste de se dire, par rapport aux éléments que je collecte, qui sont des éléments rationnels, et que les autres collectent aussi, pas avec les mêmes stratégies, mais on collecte tous ces éléments-là, on les appelle de façon différente, mais on utilise tous des structures plus ou moins identiques. Autrement dit, ce n'est pas parce que les indicateurs vous disent ceci, cela, que ça va marcher, c'est juste parce qu'on essaie tous de lire quelque chose qui n'est que chaos, et que
par cet effet un peu moutonnier, ça devient en soi autoréalisateur. Quand on est tous en train, quand on paye un breakout, on n'en sait rien en fait, ça reste chaotique. Mais comme personne ne sait rien et qu'on est plus ou moins tous en train d'essayer de faire la même chose, c'est autoréalisateur. Alors après, ça ne conditionne pas le fait que le breakout va réellement émerger et compagnie. Mais on ira chercher des zones de target, des zones de gestion du risque. Et ça aussi, on va s'en servir pour mesurer l'aspect de décalage des acheteurs et des vendeurs. Il y a plein d'éléments techniques et rationnels qui nous permettront de dire « Ah bon là, les acheteurs, ils n'étaient pas très chauds, s'ils sont sortis à cet endroit-là, ça veut dire quelque chose. » Comme on l'a vu, dans la troisième borne de range, il y a un seul point dans lequel les signaux techniques sont importants. Là, je viens de vous apprendre le fait que dans un range, la quatrième borne de range est extrêmement importante pour mesurer la soutenabilité ou la durabilité d'une tendance sur 2 crans au-dessus. Hein, d'accord ? Et comme on l'a vu, ça nous permettra de positionner des troisièmes bornes de range, même si on est à l'intérieur d'un range du T supérieur, mais il faut être au sein d'une tendance du T supérieur. Ok ? Donc il y a certaines règles qui vous permettront d'entraver des règles que je vous ai apprises avant, et vous verrez quand on fera le contre-tendance après, il y aura d'autres règles qui viendront encore une fois contrebalancer ce que je vous apprends ici, mais encore une fois ça c'est un sujet pour une autre journée. Alors, on ne va pas trop vous surcharger aujourd'hui, mais le processus, encore une fois, est très long. Ici, comme je vous l'ai dit, il y a une série de 13 vidéos. Donc, si vous y allez en mode boulimique, je veux bouffer les 13 vidéos avant de les maîtriser les unes après les autres, il me semble que c'est probablement pas la meilleure des stratégies à adopter. Encore une fois, à ce stade-là, j'espère surtout que le socle précédent est bien maîtrisé et bien orchestré dans vos têtes pour qu'on puisse construire de façon solide par-dessus. Ceci dit, on est à une demi-heure, je pense que l'essentiel a été dit. Retenez bien donc ces éléments. Quatrième borne de range, élément essentiel. 3 time frames pour le suivi de la tendance. Et derrière, les structures en breakout vont nous proposer des trades et j'essaierai de vous apprendre comment les rationaliser pour avoir des probabilités de succès sur ces stratégies-là. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et on se retrouve dans la prochaine.